et les hiatus qui présentent. Et ensuite, on verra le muscle coccygien et on terminera par le périnée. Donc, première notion qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce que c'est le pelvis? Qu'est-ce que c'est le pelvis osseux? Donc, la définition qui est donnée dans le poly, c'est l'anneau intermédiaire entre le tronc et les membres inférieurs. Donc, c'est la charnière entre ces deux éléments. Donc, le pelvis, on le définit comme l'espace compris entre le détroit supérieur du petit bassin et le diaphragme pelvien, qui est constitué de deux muscles, le muscle élévateur de l'anus, que je vous ai représenté ici, et le muscle coccygien, c'est le deuxième muscle, c'est un muscle accessoire, mais qui participe aussi au diaphragme pelvien. Donc le pelvis, il est constitué d'os. Il y a principalement donc un os et ensuite le sacrum et le coccyx. Donc il y a l'os coxal, les deux os coxaux qui forment la ceinture pelvienne, le sacrum et le coccyx. L'ensemble de ces os, ils sont solidarisés par principalement trois articulations. Les articulations sacro-iliaques, les articulations sacro-coccygiennes, donc comme leur nom l'indique, ils assurent la jointure entre le sacrum et le coccyx. Et enfin, on a la symphyse pubienne, qui est un épaississement fibreux qui unit en avant les deux os coxales au niveau des branches du pubis. Il faut savoir qu'il y a un dimorphisme sexuel majeur entre les bassins masculins et les bassins féminins. Et c'est ça qui va nous permettre, en anthropologie médico-légale, d'identifier le sexe d'un individu à partir de son squelette. Donc il y a pas mal d'indices sur le bassin qui permettent de savoir s'il appartient à un homme ou à une femme. Le premier, c'est les branches des ischiums. Donc on voit que pour la femme, donc le bassin gynoïde qui est représenté à droite, les branches ischiopubiennes, elles sont plus grêles, alors qu'elles sont plus épaisses chez l'homme. Deuxième signe de dimorphisme sexuel, c'est l'arcade pubienne. On peut voir que chez la femme, donc à gauche, elle est plus ouverte, alors que chez l'homme, elle est plus fermée. Troisième signe de dimorphisme sexuel, c'est les ailes des iliums. On voit que les ailes des iliums, ils sont plus grêles chez la femme et ils sont plus déjetés en dehors chez la femme. Donc en fait, tous ces éléments, ce qu'il faut retenir tous ces éléments, à quoi ils vont conquérir, à permettre, tous ces éléments, en fait, c'est pour qu'ils sont adaptés en fait à la grossesse et à l'accouchement chez la femme. Quatrième signe de dimorphisme sexuel, c'est la concavité sacro-coccygienne. Le bassin, le sacrum de la femme, il est plus concave, il est plus creusé, il est plus profond. Et ça permet c'est des paramètres obstétricaux qui sont plus favorables chez la femme. Les détroits supérieurs et inférieurs, ils sont plus spacieux chez la femme. Les foramen obturés, ils sont triangulaires chez l'homme, alors qu'ils vont être ovalaires chez la femme. Et la grande incisure ischiatique, on ne la voit pas ici, puisqu'elle est sur le bord postérieur de l'os coxal, mais cette grande incisure ischiatique, elle présente un rayon de courbure qui est plus important chez la femme. Donc, on va parler maintenant du détroit supérieur. On a vu que ce détroit supérieur, il permettait de séparer donc le tronc, le grand bassin, ce qui est en haut du détroit supérieur, et le petit bassin. Donc ce détroit supérieur, il est cerné par une ligne polygonale dont on va voir les contours dans la diapositive qui suit. Et donc il permet de séparer le grand bassin du petit bassin. Donc en haut, on a le grand bassin. En dessous, on a le petit bassin. Au cours de l'accouchement, lorsque le fœtus il franchit le détroit supérieur, on va appeler ça l'engagement. On verra que il y a une petite ambiguïté dans le poly, puisqu'on va voir que c'est le franchissement du détroit moyen qui permet de dire si une présentation elle est engagée ou si elle n'est pas engagée. Mais il faut retenir les deux en fait. Et le plan de dégagement, il est situé au niveau du détroit inférieur. On verra ça plus en détail tout à l'heure. Donc, on a vu que le détroit supérieur, il est cerné par la ligne terminale. Donc, cette ligne terminale, elle est constituée de plusieurs éléments osseux. Donc, le premier élément osseux c'est le bord supérieur de la symphyse pubienne. Le deuxième élément, c'est la ligne arquée des os coxaux, qui se trouve sur la face interne de l'os coxal. Donc, ça borde la ligne terminale au niveau latéral. Et en arrière, on va avoir les ailes du sacrum et le promontoire osseux, qui est formé par le corps vertébral des vertèbres sacrale. On pouvait déjà voir ici, sur ce schéma, que
le détroit supérieur, il est cordiforme, c'est-à-dire qu'il a une forme de cœur. On le voit bien ici. OK. Maintenant, ce détroit supérieur, on va le décrire à partir de ces axes. Donc, chez la femme debout, le plan du détroit supérieur est perpendiculaire à l'axe ombilico-coccygien. Si on trace un trait entre l'ombilic et le coccyx et qu'on prend le plan du détroit supérieur, ça nous fait un angle droit. Donc, je vous l'ai représenté ici. L'axe ombilico-coccygien, il va former un angle droit avec le plan du détroit supérieur du petit bassin. Maintenant, avec une ligne horizontale, ce plan du détroit supérieur, il va former un angle de 60 degrés. Ces axes sont importants à retenir parce que parfois ils peuvent tomber en anal, notamment celui-là, il est déjà tombé, je crois, 2 fois en anal. Lorsque cet angle de 60 degrés il est supérieur à 60 degrés, eh ben, on dit que le bassin il est excessivement antéversé, c'est-à-dire que le bassin il est excessivement penché vers l'avant. Et comme il est penché vers l'avant, lors de la descente du fœtus, le fœtus il va avoir tendance à buter contre le sacrum et ça va entraîner ce qu'on appelle la dystocie d'inclinaison. Alors, vous savez que dystocie, c'est un accouchement qui se passe mal en fait, et eutocie, c'est un accouchement qui se passe bien. Ok. On va voir maintenant la forme de ce détroit supérieur. Donc, comme je vous l'ai dit, le détroit supérieur, il est cordiforme, c'est-à-dire qu'il a une forme de cœur. Il est formé principalement au niveau de la forme, en fait, on peut le sectionner en 2 parties. Un arc antérieur régulier ici qui fait 6 tirons de longueur. 2 arcs postérieurs qu'on appelle les incisures sacro-iliaques qui sont séparés par le promontoire osseux qui est ici indiqué par la flèche rouge. Ok. On va passer maintenant au diamètre anatomique du détroit supérieur. Donc ces diamètres, il faut bien les connaître. Je vous conseille de vous faire une fiche pour les diamètres du détroit supérieur, du détroit inférieur, du détroit moyen. Ça permet d'y voir clair. Parce qu'en général, les valeurs de ces diamètres sont compris dans des échelles qui sont très étroites. C'est entre 8 et 12 cm en général. Donc les principaux diamètres anatomiques. Donc le premier diamètre anatomique qu'on va voir, c'est le diamètre conjugué anatomique. Qu'est-ce que c'est ce diamètre? C'est un diamètre qui va unir le promontoire et le bord supérieur de la symphyse pubienne. Ce diamètre, ce n'est pas marqué dans votre poly, mais il mesure environ 11 cm. Ça, le prof, il avait rajouté l'année dernière. Ensuite, on a le diamètre transverse maximum. Donc, c'est très simple. Vous prenez les points les plus espacés du détroit supérieur, vous les joignez et ça vous donne le diamètre transverse maximum. Ensuite, on a les diamètres obliques. Donc, ces diamètres obliques, ils vont partir de l'incisure, de l'interligne sacro-iliaque à l'éminence iliopectinée de l'autre côté. Donc, l'incisure sacro-iliaque, elle est là, et l'éminence iliopectinée, on ne la voit pas ici. Mais en gros, c'est une sorte de petit tubercule qui est sur la face interne de l'os coxal. Retenez juste le nom. On va maintenant passer au diamètre obstétricaux du détroit supérieur. Donc, c'est quoi? Donc, qu'est-ce qui fait la différence entre ces diamètres et les diamètres anatomiques? C'est que ces diamètres, les diamètres qui sont utilisables par la présentation, c'est-à-dire le fœtus, en fait, lors de l'engagement. Donc, le premier diamètre qu'on va voir, c'est le diamètre conjugué vrai. Donc, on a vu le diamètre conjugué anatomique qui partait du promontoire osseux jusqu'au bord supérieur de la symphyse pubienne et qui allait qui partait du promontoire jusqu'au bord supérieur de la symphyse pubienne. Maintenant, on va voir le diamètre conjugué vrai. En fait, ce diamètre conjugué vrai, il a à peu près la même signification anatomique, c'est-à-dire qu'il va partir du promontoire pour aller à la symphyse pubienne, mais il va s'arrêter juste un peu avant la symphyse pubienne. Pourquoi? Parce qu'on a un ligament qui tapisse la face postérieure de la symphyse pubienne, qui s'appelle le culmen rétrosymphysaire. Ce culmen rétrosymphysaire, il est plaqué contre la symphyse pubienne et donc il entraîne un rétrécissement de ce diamètre. Donc retenez qu'il est tendu du promontoire jusqu'au culmen rétrosymphysaire et il mesure 10,5 cm. Autre diamètre qu'on a en anatomique, c'est le diamètre sagittal postérieur. Donc ce diamètre sagittal postérieur, c'est assez simple à comprendre. Si on prend le diamètre transverse maximum et qu'on le divise en deux, et qu'on trace un trait entre le promontoire, le milieu du promontoire et le milieu du diamètre transverse maximum,
on obtient le diamètre sagittal postérieur. Donc, c'est ce diamètre-là, et il mesure environ 5 cm. Dernier diamètre qu'on va voir en anatomique, c'est le diamètre transverse médian. Donc, si on prend la distance entre le promontoire et la symphyse pubienne et qu'on trace un trait perpendiculaire passant par le milieu, on obtient le diamètre transverse médian. Et ce diamètre, il fait environ 12 cm. Voilà les trois diamètres. On va passer maintenant au petit bassin chez la femme. Donc, on a vu que le petit bassin chez la femme, c'était l'espace qui se situait en dessous du détroit supérieur. Donc, la définition qui est donnée dans le poli, c'est la région au cours de l'accouchement dans laquelle la présentation effectue sa descente et sa rotation. Ce petit bassin, il est constitué de 3 parois, donc une paroi antérieure, une paroi postérieure et 2 parois latérales. Donc, on va les détailler. Il faut savoir que ces parois, elles tombent très souvent. La paroi antérieure du petit bassin chez la femme, elle est formée de la symphyse pubienne. Donc, dans cette partie-là, on vous donne les caractéristiques de la symphyse pubienne chez la femme. La symphyse pubienne, elle mesure environ 45 mm et elle est inclinée de 45 degrés par rapport à l'horizontale. Donc, vous retenez 45 degrés, 45 mm. C'est facile à retenir et ça tombe très souvent. On va voir maintenant la paroi postérieure du petit bassin. Donc, la paroi postérieure, elle est formée du sacrum et du coccyx. Je vous les ai représentés, je ne vous ai pas représentés, je ne vous ai pas indiqué ici. Mais il faut savoir que la droite qui passe entre la première vertèbre sacrée et la dernière vertèbre coccygienne, donc l'apex du coccyx, on l'appelle la corde sacrale. Je vous l'ai représenté ici. Elle mesure 11 cm. Maintenant, l'inclinaison du sacrum, comment on la définit? Eh bien, on définit l'inclinaison du sacrum comme l'angle formé entre la corde sacrale et une droite verticale. Donc cet angle, il fait environ 40 à 50 degrés et il faut le retenir. La concavité sacrale maintenant, donc la profondeur du sacrum, elle va s'évaluer en obstétrique par ce qu'on appelle la flèche sacrale. Mais en fait, il faut se représenter comme un arc. L'arc, ce serait le sacrum et le coccyx. La corde, ça serait la corde sacrale. Et la flèche sacrale, ça serait cette double flèche que je vous ai représentée ici. Cette double flèche, elle permet d'évaluer la profondeur, la concavité sacrale. Et elle va mesurer 2 cm avec plus ou moins entre environ 1,4 cm et 2,6 cm. Donc dans votre poli, c'est marqué 2 plus ou moins 0,6 cm. On va voir maintenant les parois latérales. Donc les parois latérales, elles sont formées par les branches ischiopubiennes. Les surfaces quadrilatères, donc les surfaces quadrilatères, c'est ces surfaces-là qui font directement suite aux branches ischiopubiennes et sur lesquelles s'insère le muscle obturateur externe et le corps des ischions. Voilà. Il faut retenir ces 3 repères anatomiques. OK. Maintenant, on va voir la forme du petit bassin chez la femme. Donc, on voit ici, dans votre poli, c'est marqué que le petit bassin, il avait la forme d'un segment de tore. Qu'est-ce que c'est un segment de tore? C'est comme une sorte d'accordéon, comme ce que je vous ai représenté ici. Donc, il fait environ 10 à 11 cm et qui présente parfois un rétrécissement qui s'appelle le détroit moyen. On voit ici que le petit bassin, il va en s'amincissant et cet amincissement s'appelle le détroit moyen. On va parler maintenant donc du détroit moyen. Donc le détroit moyen, il est défini comme le détroit supérieur par un axe. Cet axe, par quoi il passe? Il passe par l'articulation S4-S5, je vous l'ai représenté ici, le bord supérieur du petit ligament sacro-épineux, donc c'est ce ligament-là, l'épine sciatique, qui est ici, donc, de laquelle se détache le ligament sacro-épineux. Et donc cet axe, il va se terminer au niveau des 2/3 supérieurs de la symphyse pubienne. Donc c'est cet axe-là qui va relier ces 4 éléments anatomiques, articulation S4-S5, bord supérieur du petit ligament sacro-épineux, épine sciatique et 2/3 supérieurs de la symphyse pubienne. Et il faut se souvenir que
entre le détroit supérieur et les détroits moyens, on a environ 7 cm. Donc, dans la partie sur les détroits moyens, vous avez une partie sur le signe de Farabeuf. Qu'est-ce que c'est le signe de Farabeuf? Donc, ça va nous permettre de savoir si la présentation, elle est engagée ou pas. Parce qu'il faut savoir que avant que le fœtus il franchisse le détroit moyen, on dit que le fœtus il n'est pas engagé. Et lorsqu'il a franchi le détroit moyen, on dit que le fœtus il est tout simplement engagé. Maintenant, comment on fait pour savoir si le fœtus il est engagé ou pas? Eh bien, on va se servir du signe de Farabeuf, qui consiste à faire un toucher, une sorte de toucher vaginal. On va placer les deux doigts en regard de la deuxième vertèbre sacrale. Si on a de la place pour entrer les deux doigts, c'est que le fœtus n'est pas encore engagé. Si on n'a plus de place pour entrer les deux doigts, c'est que le fœtus il va être engagé. OK. On va passer maintenant au diamètre du détroit moyen. Donc, il y a plusieurs diamètres qu'il faut connaître dans le détroit moyen. Donc, les deux principaux, c'est le sacropubien inférieur, qui va de l'apex du coccyx jusqu'au bord inférieur du pubis. Il est là. Il mesure environ 11 cm. Et on a le diamètre biépineux. Donc, sur une coupe sagittale, on ne le voit pas, mais sur une vue du haut, on le voit mieux. Donc, il va joindre les deux épines ischéatiques et lui, il mesure 10,5 cm. Donc, vous voyez ici l'intérêt de vous faire un petit tableau sur les diamètres, parce que les dimensions, elles sont très proches, 10,5, 11, on va voir 12 et 8. Donc, c'est important de se faire un tableau pour avoir les idées claires. Donc, on a vu le détroit supérieur, on a vu le détroit moyen. Maintenant, on va voir le détroit inférieur. Le détroit inférieur, il va former l'orifice inférieur du pelvis. Donc, c'est le détroit qui est le plus inférieur. Il correspond au plan de dégagement. Donc, vous vous souvenez que détroit supérieur, détroit moyen, c'est engagement. Et détroit inférieur, c'est dégagement. Vous aurez des cours sur ça normalement dans vos derniers cours de spéo, on s'apportera sur ça. Les cours du module sage-femme, où vous allez voir précisément les étapes de l'accouchement. Donc, ce détroit inférieur du petit bassin, il a aussi des limites anatomiques, comme le détroit moyen. Donc, on a l'apex du coccyx en arrière, le bord inférieur du ligament sacrotubéral et l'arcade pubienne en avant. Et donc, si on rejoint ces trois éléments, on obtient le plan du détroit inférieur du petit bassin. Ok, donc ce détroit inférieur, on dit qu'il a une forme losangique. On voit ici que la forme qui se prête plus à ce détroit inférieur, sur cette coupe, sur cette vue inférieure du bassin, c'est la forme losangique. Donc ce détroit inférieur, il présente deux diagonales. Une grande diagonale, médiane, donc qui est tendue de la symphyse pubienne à l'apex du sacrum, et une petite diagonale qui va rejoindre les deux tubérosités ischéatiques. Donc ce losange, il va former un angle dièdre ouvert en haut. Donc le petit bassin, si vous voulez, forme de triangle, je ne sais pas si vous voyez ce que je vais vous représenter, mais en gros, il a cette forme. Ok. Donc, les deux derniers diamètres qu'on va voir aujourd'hui, ça va être les diamètres du détroit inférieur. Donc, dans le détroit inférieur, on a deux diamètres principaux. C'est les diamètres pubo-coccygiens et les diamètres bitubéraux. Donc, le diamètre pubo-coccygien, il mesure 9,5 cm et il est tendu de l'apex du coccyx au bord inférieur de la symphyse pubienne. Il va mesurer 9,5 cm et il va s'agrandir au cours de l'accouchement par ce qu'on appelle la rétropulsion du coccyx. Le coccyx, il va partir en arrière pour permettre au fœtus de descendre. Le deuxième diamètre qu'on va voir, c'est le diamètre bitubéral, donc qui va unir les faces internes des tubérosités ischéatiques, et lui, il va mesurer 12 cm. En dessous de 8 cm, le pronostic obstétrical de l'accouchement, il va être menacé puisqu'il n'y aura plus de place pour que la présentation effectue sa descente et sa rotation. Et ce diamètre bitubéral, on peut l'apprécier grâce à une méthode qui s'appelle la méthode de Greenhill,
qui consiste à mettre un point fermé au contact des tubérosités sciatiques, donc au contact de l'orifice inférieur du vagin, et ça permet d'évaluer sa longueur. OK. Donc, on va passer au deuxième chapitre. Est-ce que vous avez des questions sur le premier chapitre déjà? Est-ce que je vais trop vite ou est-ce que ça va? Non, Nickel. ça va, bien que tu vois. C'est bon? Enfin, parfois, tu vas vite Vous voulez fait. qu'on fasse un point sur les diamètres, peut-être? Euh, Sur les diamètres, j'ai une OK, ça va. question. Ça marche. OK. Donc, on va passer au deuxième chapitre. Donc, il faut savoir que le périnée, donc le périnée, on est d'accord que c'est l'espace le plus bas du petit bassin, et le pelvis, ils vont être séparés par une cloison musculaire. Cette cloison musculaire, on l'appelle le diaphragme pelvien. Donc, ce diaphragme pelvien, Ah, j'ai pas de micro. il va permettre de faire cette séparation. Maintenant, il y a d'autres muscles qui participent à la séparation entre pelvis et périnée, mais qui n'appartiennent pas au diaphragme pelvien. On va les voir. Donc, on va voir principalement 4 muscles. Les muscles obturateurs internes et les muscles piriformes, eux, ils n'appartiennent pas au diaphragme pelvien et on ne va pas les voir en détail. Donc, ils sont ici. Le muscle obturateur interne, il est là. Et le muscle piriforme, il est là. Donc, ces muscles obturateurs internes et piriformes, ils naissent dans le petit bassin. Donc, ils sont d'origine intrapelvienne et ils se terminent à l'extérieur du bassin. Donc, ils ont une terminaison qui est extrapelvienne. C'est pour ça qu'on considère qu'ils appartiennent fonctionnellement aux membres inférieurs. Ensuite, on a les 2 muscles du diaphragme pelvien. C'est les muscles coccygiens et levator ani, qui sont ici, et qui, eux, vont former le diaphragme pelvien. Ce diaphragme pelvien, donc, qui est constitué du muscle levator ani et coccygien, il présente 2 orifices, principalement 2 orifices. Ces orifices, ils vont permettre le passage des organes pelviens, donc ils vont permettre le passage du vagin, ils vont permettre le passage de l'urètre, ils vont permettre le passage du rectum. Et ces orifices, on les appelle les hiatus. Donc, un hiatus, c'est un orifice naturel. Vous avez les hiatus au niveau de l'aorte, vous avez des hiatus au niveau du diaphragme urogénital, et vous en avez aussi ici au niveau du diaphragme pelvien. Donc, on a principalement 2 hiatus. Le hiatus urogénital, donc qui va permettre le passage de l'urètre et du vagin, comme le sous-entend son nom. Et en arrière, on va avoir le hiatus anal qui va permettre le passage du canal anal. OK. Donc, on a vu que ce diaphragme, il était constitué de 2 muscles, levator ani et coccygien. Il y a un muscle qui est particulièrement détaillé dans le poly, c'est le levator ani, et celui-là, il faut vraiment le connaître par cœur. Donc, ce muscle, donc ce muscle levator ani, c'est un muscle essentiel du diaphragme pelvien. Ce muscle, il va naître au niveau du détroit moyen. Alors attention, il y a une faute dans le poly. On vous met le muscle élévateur de l'anus par du ligne d'insertion située dans le plan du détroit moyen, ligne innominée. Et bien, le prof, l'année dernière, il a dit qu'il fallait supprimer ce terme, ligne innominée, puisque la ligne innominée, ça correspond au détroit supérieur, alors que le levator ani, il est du détroit moyen. D'un point de vue morphologique et fonctionnel, ce muscle levator ani, il est constitué de 2 chefs, donc de 2 corps musculaires. Un chef supérieur, donc c'est celui-là, celui que je vous ai représenté avec les contours bleus, qu'on appelle la portion levatorienne, qu'on appelle aussi la portion coccygène, pubococcygène, parce qu'on voit qu'elle naît du pubis et elle se termine sur le coccyx, et un chef inférieur sphinctérien qu'on appelle iliococcygien, parce qu'il naît de l'ilium, donc des parois latérales de l'os coxal, et il va se terminer sur le coccyx, tout simplement. Et ensuite, on a l'autre muscle, bon, le muscle coccygien, c'est le deuxième muscle du diaphragme pelvien. OK, donc on va approfondir un peu ces 2 portions. Donc la portion levatorienne, qu'on appelait aussi pubococcygène, cette portion, elle est épaisse.
on le voit ici, par rapport à la portion sphinctérienne, donc la portion iliococcygène, elle est beaucoup plus épaisse. La portion iliococcygène, c'est une sorte de voile, comme de drap qui est très fin. Donc, elle est épaisse. Cette portion lévatorienne, elle va s'insérer. Donc, son insertion distale va se faire au niveau de la face postérieure du pubis. Donc, cette portion lévatorienne, c'est ça. Hein. C'est toute cette partie-là que je vous indique avec la souris, qui naît de cet arc tendineux-là. Donc, son insertion proximale, elle se fait au niveau de la face postérieure du pubis, près de la symphyse pubienne. Son orientation, c'est en bas et en arrière. Donc, on voit que les fibres du corps musculaire, elles ont cette orientation-là. Elles sont en bas et elles se dirigent en bas et en arrière. Et cette portion pubococcygène, elle va croiser donc les viscères pelviens et principalement l'urètre et le vagin. Donc, où est-ce qu'elle va les croiser? Elle va croiser l'urètre au niveau de son origine, donc là où il y a son sphincter. Je vous rappelle qu'il y a deux sphincters, le sphincter interne et le sphincter externe. Le sphincter interne, il est strié alors que le sphincter externe, il est lisse. Le sphincter interne, il est situé au niveau directement à l'origine de l'urètre. Donc, ce muscle lévator ani, il va croiser l'urètre au niveau de son sphincter, puis il va croiser le vagin, qui est ici, au niveau de son tiers inférieur. Donc, c'est surtout les faces latérales du vagin au niveau de leur tiers inférieur. Donc, cette portion lévatorienne, elle va se diviser principalement en deux faisceaux. Et cette partie, il faut vraiment la connaître par cœur. Donc, on a deux faisceaux, le faisceau puborectal et le faisceau pubovaginal. Donc, le faisceau puborectal, on va le voir ici, il va lui-même se diviser en trois sous-faisceaux. Donc, un faisceau latérorectal. Donc, ce faisceau latérorectal, il va gagner les parois latérales du vagin et il va s'insinuer à travers, il va gagner les faces latérales du rectum et il va s'insinuer entre les fibres du sphincter externe de l'anus. Je vais vous montrer un schéma dessus. Donc, c'est ce schéma. Vous voyez que ce faisceau latérorectal qui est ici, eh bien, il va s'entremêler en fait avec le sphincter externe, tellement qu'il n'y a pas tellement de différence entre ces deux muscles. Et il y a certaines fibres de ce latérorectal, ce faisceau latérorectal qui naît du faisceau puborectal, qui vont s'insinuer au niveau du canal anal, donc qui vont s'échapper, qui vont irradier en fait au niveau du canal anal. Ok, donc ça c'est le premier sous-faisceau donc, du faisceau puborectal. On a un deuxième sous-faisceau qu'on appelle le faisceau rétrorectal, puisqu'il est en arrière du rectum. Ce faisceau rétrorectal, il va former avec son homologue une sangle qui va ceinturer en arrière le rectum. Et en fait, c'est très important pour l'occlusion, parce que si ce sphincter il va être tendu, il va tirer en arrière le rectum. Du coup, le rectum il va être occlu, il va être fermé. Par contre, lorsqu'il va se détendre, ce sphincter, il va relâcher le rectum et on va pouvoir aller aux toilettes. Et on a un troisième faisceau, c'est le faisceau coccygien. Donc, ce faisceau, il se termine sur le coccyx et le ligament sacrococcygien ventral qu'on ne voit pas ici et on pourrait le voir sur une coupe frontale à ce niveau-là, mais là, je n'avais pas de schéma pour vous le montrer. Donc ça, ces trois faisceaux, latérorectal, rétrorectal et coccygien, ils vont former le faisceau puborectal. On a un autre faisceau qui s'appelle le faisceau pubovaginal. Et ce faisceau pubovaginal, il va se fixer sur le centre tendineux du périnée. Alors, je ne sais pas pourquoi, j'ai très mal placé les flèches, mais en gros, ce faisceau pubovaginal, c'est celui-là, celui qui est représenté par la flèche numéro 11. Et le centre tendineux du périnée, c'est ça en fait. Le centre tendineux du périnée, il est entre le vagin et le rectum. Donc, c'est une formation conjonctive qui est très dense, qui a une forme pyramidale et on peut voir ses limites sous la peau, mais ces limites sont très imprécises lorsqu'on les regarde au niveau cutané. Donc,
Ensuite, on a la portion sphinctérienne. Donc, c'est la deuxième portion du levator ani. Donc, on dit que c'est une large lame antérolatérale et le nom, il est bien choisi parce que cette lame, elle est antérieure, latérale et elle est mince. En arrière, elle est complétée par le muscle coccygien. Et voilà, on va voir ses insertions. Donc, cette portion sphinctérienne, elle va s'insérer au niveau de l'arc tendineux du muscle élévateur de l'anus. Cet arc tendineux, je vous l'ai représenté ici en bleu. Donc, c'est cet arc-là, cet arc tendineux-là. Et cet arc, en fait, c'est un épaississement de l'obturateur interne. Donc, l'obturateur interne, en fait, il est sous ce fascia, en fait, en forme d'aile. Et l'arc tendineux du levator ani, c'est un épaississement du fascia de l'obturateur interne. Donc, cet arc tendineux du levator ani, il va être tendu entre le bord antérieur du canal obturateur. Donc, le canal obturateur, il est ici, vous le voyez. Il va permettre le passage des nerfs et des vaisseaux obturateurs. Et donc, ça, c'est sa première limite. Et sa deuxième limite à cet arc tendineux, c'est l'épine ischiotique. Donc, première insertion de la portion sphinctérienne, arc tendineux du levator ani. Cet arc tendineux, il est tendu entre le bord antérieur du canal obturateur et l'épine ischiotique. OK ? Maintenant, cette portion sphinctérienne, elle va se terminer sur le ligament anococcygien. Donc, je vous l'ai représenté ici. Donc, il va de l'anus jusqu'au coccyx et sur les bords latéraux du sacrum. Donc, il y a une partie qui se termine ici et une partie qui se termine au niveau du coccyx. OK ? Donc, ça, on a fini pour le muscle élévateur de l'anus. Donc, c'est déjà une grosse partie qui est faite. C'est très bien. OK. Maintenant, on va passer au muscle coccygien. Donc, le muscle coccygien, c'est le deuxième muscle du diaphragme pelvien. C'est un muscle accessoire. Il va adhérer au ligament sacro-épineux. Donc, on ne le voit pas, le ligament sacro-épineux, mais je vous l'ai montré tout à l'heure, il est en dessous du muscle coccygien. Donc, ce muscle coccygien, il va naître de la face interne de l'épine sciatique, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il va se terminer sur la face latérale, sur les bords latéraux du coccyx, et au niveau de la vertèbre et aussi au niveau des vertèbres sacrales S4, S5. Donc, ces repères aussi sont à connaître. OK. On va passer maintenant au rapport du diaphragme pelvien. Oh, pardon. Excusez-moi. OK. Donc, ce diaphragme pelvien, il faut savoir qu'il est recouvert en haut et en bas par des fascias. Les fascias, c'est quoi? C'est comme des gaines des muscles. C'est les gaines des muscles, les fascias. Donc, au-dessus des muscles élévateurs de l'anus et coccygien, on a le fascia supérieur du diaphragme urogénital. Et en dessous du diaphragme pelvien, on a les fascias inférieurs du diaphragme urogénital. Donc, c'est tout simple. C'est infantile à comprendre. Donc, au-dessus du diaphragme pelvien, on va avoir l'espace extrapéritonéal pelvien. Donc, c'est l'espace qui est sous le péritoine et qui est dans le pelvis. Donc, c'est à l'extérieur du péritoine et dans le pelvis. En dessous du diaphragme pelvien, on va avoir en avant le diaphragme urogénital. Là, je n'avais pas de schéma pour vous le montrer. Et en arrière, on va avoir la fosse ischio-rectale. Donc, la fosse ischio-rectale, c'est ça. C'est ces formations graisseuses qui plaquent sur le côté les vaisseaux et les nerfs honteux internes qu'on appelle aussi, en fait, cette gaine-là, on l'appelle aussi la gaine d'Alcock. Voilà. Donc, on se rappelle qu'en avant, en dessous du diaphragme urogénital et en avant, on a le diaphragme urogénital. Pardon. Sous le diaphragme pelvien, en avant, on a le diaphragme urogénital. Et sous le diaphragme pelvien en arrière, on a la fosse ischio-rectale. OK. Donc, je vous mets un peu les éléments qu'on a vus. Dernier point du cours, enfin avant-dernier point du cours, ça va être
l'innervation des muscles du diaphragme pelvien. Donc, les muscles élévateurs de l'anus, il est innervé principalement par des nerfs provenant de S3, S2 et S4. Donc, il faut retenir S3 en priorité, puisque c'est lui qui participe à la plus grande innervation du lévateur ani. Le nerf rectal inférieur, il participe aussi à l'innervation du muscle pubo-vaginal, mais ça, vous pouvez le retenir. De toute façon, vous le reverrez dans la partie sur l'innervation. Et le muscle coccygien, il est innervé par S4, donc le quatrième nerf sacré. Pardon. C'est bon? Vous avez des questions? Juste par Non? rapport. Si, juste le prof, il a dit pour les diamètres qu'il fallait pas les apprendre. Ok. Mais On va passer au QCM. Donc, je vous ai préparé 3 QCM. Dites parmi les éléments ci-dessous lesquels singularisent le pelvis féminin par rapport au pelvis, au pelvis féminin par rapport au pelvis masculin. Il y a une faute dans la diapo. Désolé. Donc, une seconde. Ok. Donc, je vais vous laisser les faire. Donc, je vous laisse 30 secondes pour celui-là. Après, on le corrigera. Ok, c'est bon. Donc, vous avez trouvé quoi? Bon. Les réponses correctes, c'était donc A, les branches ischio-pubiennes sont plus grêles, c'est vrai. Les canaux obturateurs sont plus étroits, c'est faux, ça n'a rien à voir. Les foramen obturés sont triangulaires, ça c'est faux, c'est chez l'homme. La concavité sacro-coccygienne est plus prononcée, ça c'est chez la femme, donc c'est vrai. L'arcade pubienne est plus étroite, c'est faux, elle est plus large chez la femme. Donc les réponses correctes ici, c'était AD. Ok, deuxième QCM. Donc, concernant les diamètres obstétricaux du détroit supérieur, dites parmi les propositions suivantes, laquelle ou lesquelles sont exactes. Donc, le diamètre transverse maximum mesure la plus grande dimension transversale du bassin. Ça, c'était juste. Le problème, c'est que ce n'est pas un diamètre obstétrical, c'est un diamètre anatomique. Donc, c'est faux. Et nous, on veut que les diamètres obstétricaux. Le diamètre conjugué vrai étendu du promontoire au bord supérieur du pubis, c'est faux. Il est tendu du promontoire au culmen rétrosymphysaire. Le diamètre sagittal postérieur mesure en moyenne 3 cm. Donc ça, c'est faux. Il mesure en moyenne 5 cm. Donc c'est un diamètre obstétrical. C'est quoi? Donc je vous rappelle, c'est quoi? C'est la ligne qui part du promontoire et qui va jusqu'au milieu du diamètre transverse maximal. Le diamètre bitubéral mesure 11 à 12 cm. Ben ça, c'est faux. Ce n'est pas un diamètre du détroit supérieur, c'est un diamètre du détroit inférieur. C'est celui qu'on mesure grâce à la méthode de Greenhill. Le diamètre transverse médian est situé à égale distance du promontoire et du milieu du diamètre transverse médian. Alors, désolé, j'ai fait une faute sur le QCM. C'était le diamètre transverse médian est situé à égale distance du promontoire et de la symphyse pubienne. Désolé. Donc la réponse correcte, c'était dernier QCM concernant le diaphragme pelvien. Il est constitué du muscle sphincter de l'urètre et du transverse profond. Ça, c'est faux. C'est le diaphragme urogénital qui est constitué par ces deux muscles. B, il est constitué du muscle obturateur interne et du muscle coccygien. C'est faux. C'est des muscles accessoires. Ils ne participent pas à la constitution du diaphragme pelvien, en tout cas en ce qui concerne l'obturateur interne. Il est constitué du lévateur ani et du muscle coccygien, donc ça c'est vrai. Et le muscle pubo-vaginal se fixe sur le centre tendineux du périnée, c'est vrai. C'est la formation conjonctive qui sépare le rectum du vagin. Le faisceau coccygien du lévateur ani se fixe sur le ligament sacro-coccygial ventral, c'est vrai. Il se fixe aussi sur les bords latéraux du sacrum. Donc les réponses correctes, c'était C, D et E. Ok. Ensuite, je vous ai fait un petit tableau sur le périnée. Donc, ce qu'il faut juste retenir sur le périnée. Donc, dans le périnée, on a deux espaces, le périnée urogénital, le périnée anal. Pour ces espaces, on a pour ces subdivisions du périnée, on a trois espaces. Donc,
Ici, on est à la verticale. Donc, on a un espace cutané, un espace superficiel, un espace profond. L'espace cutané, pour le périnée urogénital, il contient les organes génitaux externes. Donc, c'est évident, ça, les grandes lèvres, les petites lèvres, le vestibule, etc. L'espace superficiel, il va contenir le clitoris et les glandes vestibulaires majeures, c'est la femme. Donc, les deux, c'est des formations érectiles. L'espace profond, il va contenir le diaphragme urogénital. Ça, c'est hyper important à connaître, mais on n'aura pas le temps de le voir. Le périnée anal, il contient sous le plan cutané, la fosse ischio-rectale. C'est ce qu'il faut retenir en gros. Voilà, c'est la fin du cours. Merci à tous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer par message ou à me les dire maintenant. Merci. Merci.